Ce serait dommage d'avoir quelques questions. Je remercie Jean Jourdeuil de nous accueillir chez lui pour cette occasion de parler de Hayao, Spinoza, le théâtre, la philosophie. Donc on est venu aussi pour évoquer ce travail que vous aviez fait avec Gilles Hayao, qui était lui-même peintre, metteur en scène, décorateur, scénographe, et que vous avez monté ensemble cette pièce qui s'appelle Vermeer et Spinoza, qui ensuite a donné lieu à un ouvrage paru en 87, portant le même nom, Vermeer et Spinoza. On parlait de cette matière philosophique que tu as utilisée au théâtre. Moi, un de mes grands souvenirs d'adolescence, c'est le Jean-Jacques Rousseau, que j'avais vu à Nice quand vous étiez passé avec Gérard de Sarthe. Et c'est un spectacle que j'ai jamais oublié, où c'était à partir des rêveries du promeneur solitaire et l'Émile. Et je me souviens très bien de Gérard de Sarthe dans sa petite tente, arrosant ses plantes et mettant je ne sais plus combien de sucre dans son café. Et je veux dire que c'est un grand souvenir, j'ai jamais oublié ce spectacle, donc je trouve que ce serait peut-être important que tu me dises comment utiliser les textes philosophiques comme matériaux de théâtre, comme texte de théâtre, a pu t'amener à ce Vermeer Spinoza écrit par Gilles Hayao lui-même, en passant, tu nous disais, par Montaigne. Donc peut-être ça pourrait être intéressant de nous parler de la généalogie de ce beau projet. Un beau jour, en discutant avec Jean-François Perret que j'avais rencontré à Berlin, j'ai évoqué la possibilité, puis il y avait une opportunité, le théâtre d'Aubervilliers m'avait proposé de songer à quelque chose, de faire quelque chose, et je discute avec lui, et puis on a évoqué, en fonction de nos lectures de travaux de l'époque, un spectacle, ça serait un essai sur le tragique. Et il serait question du tragique chez Éschyle, donc le rocher de Prométhée, chez Shakespeare, la lande de Roi Lear, et puis chez Montaigne. Et là, Montaigne, la librairie, ça venait du discours que j'avais lu beaucoup chez Clément Rosset. Clément Rosset parlant de philosophie tragique. Et puis en allant parler avec Gilles Hayao, on tombe chez Gilles Hayao à une époque où Gilles Hayao était en déménagement. Et donc son appartement était encombré de cartons. La discussion avec Gilles Hayao a eu pour résultat que et Prométhée et le Roi Lear sont tombés à l'eau, il ne restait plus que la librairie de Montaigne. Et Gilles Hayao a dit, c'est très simple, pour le décor, on achètera des boîtes d'allumettes, et puis on va les jeter comme ça, et puis ça sera le décor. Et Gilles Hayao, comment tu as commencé à travailler avec lui? Et ça avait été amené par des copains à l'automne 68, aux réunions de la jeune peinture. Et aux réunions... figuration oui, c'était plutôt figuratif, mais eux, ils ne se revendiquaient pas comme nouvelle figuration. C'était Gassio Talabo, le critique, qui a formulé le concept de figuration narrative, qui d'ailleurs, à mon avis, ne s'applique pas à Gilles Hayao. C'est figuratif, mais ce n'est pas narratif. Parce que Hayao a eu une formation de philosophe. C'est-à-dire, au lendemain de la guerre, de 1945 à 1949, il a étudié la philosophie, et les figures tutélaires de son apprentissage de la philosophie ont été Merleau-Ponty, bien sûr, mais aussi Jean Beaufray, qui a été son prof au lycée Louis-le-Grand, et puis des gens comme, je dirais, Bataille, Blanchot, c'était un peu l'atmosphère de l'époque. Et donc il a étudié la philosophie pendant 5 ans, enfin 4 ans ou 5 ans, et de 45 à 49, avant, il peignait énormément. Pendant sa période d'étude de la philosophie, il n'a pas peint. Et puis en 49,
il a abandonné la philosophie, enfin, il a abandonné l'hypothèse de faire carrière dans la philosophie, enfin, en étant prof de philo ou continuant à pratiquer la philosophie, et il a repris la peinture. Pendant des années, il a peint des animaux au jardin zoologique. Des gens tenaient le discours, ils protestent contre l'enfermement des animaux, ou c'est de la peinture animalière d'un genre un peu particulier. En fait, à mon avis, pas du tout. Le geste est plus fondamental. J'ai intitulé un article « Le parti pris des animaux ». Un peu, c'est comme Francis Ponge, le parti pris des choses. Et que je pense que ça avait pour lui le type de fascination, enfin de l'intérêt qu'il portait, analogue à celui que Foucault, dans les années 50, a dû porter à la folie pour écrire son histoire de la folie. L'animal, c'était ça. Et c'est comme ça que, lorsque j'ai commencé à faire du théâtre avec Jean-Pierre Vincent, je lui avais proposé, et j'avais proposé à Jean-Pierre, de Caillot fasse de décor. L'idée... Mais lui-même était intéressé au décor de théâtre. Il avait fait un décor de théâtre, si je me souviens d'une conversation avec lui, pour Jean Negroni, qui était un acteur de Jean Vilar, qui lui avait demandé, mais il n'en avait pas fait autrement. Et il était assez loin du décor de théâtre. Mais ça l'a intéressé. En fait, je crois que ça l'a intéressé comme les opérations collectives de la jeune peinture. Là, je vais travailler avec des gens, on participe à un projet ensemble, et puis il y a des choses qu'il faisait seul, et puis des choses qu'il faisait avec d'autres. C'est comme les séries de tableaux qu'il avait fait quelquefois avec Arroyo et Recalcati, ou avec Biras. Enfin, il y avait eu des... Et le théâtre, c'était un peu pareil, c'était comme ça, c'était travailler avec des gens. Et puis il acceptait de s'intéresser à des questions auxquelles peut-être il ne serait pas intéressé de lui-même tout seul. Par exemple, pour le premier spectacle pour lequel il a travaillé pour Jean-Pierre et moi, c'était Dans la jungle des villes. Il a écrit un texte où il a posé les principes de son esthétique de décorateur de théâtre. Maintenant on dit scénographe. Ce qui est important chez lui, c'est que c'est figuratif, c'est un décor, mais c'est l'espace qui est important. Et c'est la poésie de l'espace. Et ça dès le début. Mais il avait posé son désaccord et explicité son désaccord avec la conception brechtienne ou dérivée de Brecht, proche des conceptions de Le Corbusier en architecture. Et il avait marqué son désaccord avec ça, il l'a explicité dans un texte qui est pour moi un texte fondateur de sa pratique de décorateur sur les 30 ans qui vont suivre. En fait, en faisant appel à Ayot, et puis par un jeu de relations à Fanti et à Titina Maselli, qui sont les trois qui ont travaillé avec Jean-Pierre Vincent et moi, j'avais dans l'idée de trouver autre chose, un autre projet esthétique que celui qui avait été, qui s'était épanoui, enfin qui était merveilleusement développé par Roger Planchon et René Alliot, et ensuite par Patrice Chéreau et Richard Peduzzi. C'était travailler dans une autre voie, pas essayer de faire comme Alliot-Planchon ou comme Chéreau Peduzzi, faire autre chose, renouveler, être plus dans le contemporain. Au fond, c'était une manière de faire appel à l'imagination de quelqu'un d'aujourd'hui. Le brechtisme était arrivé à une sorte d'achèvement. Difficile de faire mieux, difficile de faire autrement, difficile de ne pas se répéter. En fait. Et là, avec Gilles, hop, c'était... il y avait quelqu'un qui était capable de donner des coups de trompe d'éléphant au milieu du jeu de quilles et puis de renouveler la donne.
Alors, comment se greffe justement, on parlait de Montaigne tout à l'heure, Jérôme me rappelait ce projet autour de la philosophie, du théâtre, comment se greffe, comment sort le projet Vermeer-Spinoza, qui allie philosophie, peinture, théâtre. Quand je commence Montaigne, au fond, je lisais Montaigne pour la première fois en entier. Avant, j'avais lu des petits bouts, hein, les choses obligatoires en première, terminale. Enfin, et donc, ces auteurs, Rousseau, Montaigne, c'était pour moi comme une première vraie découverte, en dehors du contexte scolaire. Enfin, et donc là, Ayot a proposé un entrepôt de carton. Et un entrepôt de carton avec les 3 acteurs qui avaient 3 tempéraments différents. Là, c'était Olivier Perrier, Philippe Clévenot, et le 3e, c'était Jean d'Outremer. Et ils exploraient ces cartons et les rangeaient. C'était au fond un peu comme la bibliothèque de Borges. Ils cherchaient, comme l'art, le carton désir. Ils ne trouvaient pas le carton désir, mais ils ramassaient, tombaient dans les bras d'un des 3, le carton volupté. Et avec le V, on allait directement au livre 3. Et j'étais content d'une répétition. Elle n'était pas toujours facile, et puis j'étais au fond assez euphorique. Je dis à Ayot en sortant, tu sais, Montaigne, c'est vachement bien. Là. Il me dit, oui, c'est pas mal, mais Spinoza, c'est mieux. Je lui dis, bon, si tu veux, on fait le spectacle, mais c'est toi qui l'écris. Et il a relevé le défi. Ayot avait déjà écrit? Non, il n'avait pas écrit. Il s'est lancé dans le théâtre pour Spinoza. Voilà, et il s'est mis à écrire, et l'écriture s'est passée, je dirais, en 3 temps. Une première période pendant laquelle il a écrit seul, des scènes. Il n'a pas fait un synopsis, hein, comme on fait habituellement quand on fait un scénario, on écrit la succession des séquences, puis ensuite on remplit. Lui, il a écrit des scènes en fonction de plus ou moins de ce qui lui passait par la tête, probablement aussi de ses lectures. Et si bien que il y a la première partie, il se concentre sur Bleienberg, Spinoza et Tamar, la jeune fille. Et au fond, ce qui l'intéresse, c'est que Bleienberg est l'homme de passions mauvaises, mais manifestement, le schéma renvoie à l'idiot de Dostoïevski. C'est-à-dire que Bleienberg, le marchand de grains, il existe une correspondance de Bleienberg avec Spinoza, que Deleuze je crois me souvenir, enfin à l'époque on l'a lu, très bien commenté dans son petit bouquin sur philosophie pratique. Oui. Et donc le livre de Deleuze, on l'avait lu. Enfin, et donc il y avait ce rapport Bleienberg-Spinoza avec Tamar comme objet. Tamar, on ne savait pas très bien qui c'était, si ce n'est que c'était une jeune fille. Ensuite, Spinoza parle avec sa logeuse. Alors là, je dirais, Ayot a écrit des scènes comme ça. Et puis après, il était en panne. Alors on est allé à Amsterdam, à la fois pour rencontrer un acteur dont on pensait qu'il jouerait Bleienberg. Et cet acteur était un peu imprévisible, dépressif aussi, je crois. Il n'est pas venu finalement, c'est pas lui qui a fait le rôle, si bien que le projet qu'on avait de faire un spectacle en plusieurs langues, avec du portugais, du néerlandais, du français, de l'hébreu, on y a renoncé, on a fait un spectacle où il y avait de l'hébreu, où il y avait du français, mais il n'y avait pas de néerlandais, il y avait un peu de portugais, mais il n'y avait pas le jeu du néerlandais et du français. Ayot a écrit des scènes, et je pense par exemple, il a pu, lisant le livre de Spinoza sur la grammaire hébraïque, avoir l'idée d'écrire des choses. Et quand on était à Amsterdam, il y avait une série de scènes écrites, mais qui n'étaient pas mises en ordre. Qu'on a mise en ordre, et la mise en ordre a été au fond assez simple. C'était d'abord la polarisation Bleienberg-Spinoza, puis ensuite Spinoza un peu avec la présence de Lallejeu, la présence muette de Vermeer. La chose importante, je dirais, c'est
qu'il a immédiatement associé Spinoza et Vermeer. Oui, tout de suite. Tout de suite, dès le début, il a dit c'est comme les deux revers, deux frères ou les deux revers d'une même médaille. Dans son texte sur Vermeer, il prend pour frère. En fait. Ouais. Ouais. Si bien qu'il y avait Vermeer qui était là, mais c'est clair que Vermeer allait peindre, travailler, mais ne dirait rien. Et Spinoza, lui, allait polir des lentilles et allait parler avec ceux qui lui rendaient visite, mais il n'allait pas de lui-même aller parler à quelqu'un. C'est Blayenberg qui venait chez Spinoza. Ou c'est alors le médecin Maillard. Là, avec le médecin Maillard, l'organisation des séquences s'est faite, je me souviens, enfin j'essaie de... d'une part, discussion sur Dieu avec la logeuse, arrivée de Maillard, qui vient dire le traité théologico-politique, ça fout un sacré bordel. Et il se fait insulter, il est l'objet de menaces, etc. Donc c'est lui qui amène de l'extérieur des échos de l'effet que produit la publication du traité théologico-politique que Spinoza a publié, c'était en 1670. C'est ça. Et donc là, il y a une discussion. Alors, ce Maillard, il y avait ce type de construction comme ça. Au fond, la discussion avec la logeuse, on peut dire que ça correspondait je ne sais pas combien ils sont les premiers chapitres du traité théologico-politique où il est question de critique biblique. Et puis ensuite, on arrive à la situation politique qui est évoquée un peu par ricochet, comme ça, avec la réception du traité théologico-politique lui-même. Et puis ensuite, Maillard lit un extrait de traité sur la réforme de l'entendement, qui, moi, me semblait, au fond, très proche de Montaigne, au début, au moins. Enfin, et c'est seulement à la fin, de manière assez brutale, qu'intervient l'épisode qui aurait pu être shakespearien, qui a d'ailleurs donné lieu à un roman d'Alexandre Dumas, La Tulipe Noire, qui est l'assassinat des frères de Witt, la venue au pouvoir des catholiques, des orangistes, des calvinistes, oui. Des orangistes, et puis la monstruosité du dépassage des frères de Witt par la foule, d'un lynchage. Et là, au fond, Blayenberg, qui avait une hostilité privée ou une rivalité privée avec Spinoza, Maillard, qui avait un désaccord, mais un désaccord relativement amical. Ayot en faisait quelqu'un de plutôt cartésien, plutôt intéressé par le théâtre français, Corneille, du genre Joost van Vondel. Il y a un auteur néerlandais comme ça qui était assez à la Corneille. Ces gens-là se rassemblent autour de Spinoza. Mais je dirais l'important, c'est que les premières scènes ont été écrites, au fond, sans référence à une situation politique. Ensuite, il y a eu le séjour à Amsterdam où on était plusieurs, Ayot, moi, Perret est venu pendant 2 jours. Et puis là, on a voyagé, je me souviens, avec Ayot. On est allé voir la maison de Spinoza à Rendsburg. On est allé aussi à La Haye. Et Ayot était très intéressé pour voir le jardin, la porte par où les frères de Witt venaient rendre visite à Spinoza. Et là, il y a encore un rapport avec Mendes France, c'est-à-dire qu'Ayot a dit une fois, c'est comme Mendes France quand il allait voir Merleau-Ponty. C'est-à-dire le besoin qu'a l'homme politique de parler avec un philosophe. Enfin, il y avait de nouveau cette chose-là. Voilà. Et du coup, le Spinoza au théâtre, quelle tournure prenait-il d'un point de vue
purement théâtrale. Quelle est la position de la philosophie dans cette histoire, dans cette alliance avec la peinture, le théâtre? Pourquoi Spinoza finalement? Et pas Montaigne? Ou mieux Spinoza que Montaigne? Pour des raisons politiques? En fait, je dirais, dans Montaigne, ce qu'on a fait, c'est que c'est 3 magasiniers qui rangeaient des cartons. Oui. Il n'y avait pas de Montaigne. Dans le cas de Spinoza, le dispositif, c'était au fond la logeuse qui crée l'espace dans lequel peut exister l'espace du philosophe polisseur de lentilles, l'espace du peintre. Et c'est le couple Vermeer-Spinoza, qui était, je dirais, qui rendait possible. La chose qui m'a semblé là... Par la médiation de l'atelier d'Aios, hein, Voilà. si j'ai bien compris. Oui, là, par exemple, il est à son atelier, il y a l'armoire. Donc ça c'est Spinoza. Ça, c'est Spinoza, à son atelier de polisseur de lentilles. Là, il y a un petit bac dans lequel, là, on ne le voit pas, mais il y avait un pot de fleurs avec une tulipe noire. Ça, c'était l'allusion au roman d'Alexandre Dumas. Et l'armoire, dans cette armoire, c'est dit plusieurs fois dans la pièce, c'est l'armoire dans laquelle il y a l'éthique, le livre qui ne sera publié qu'après sa mort. Et puis au fond, il y a le chameau. Et là, c'est l'atelier de Vermeer. Et là, on voit Tamar en train de poser comme une allégorie de la musique. Elle a été engagée par Vermeer pour faire un tableau, pour poser. Vermeer peint. À côté, il a laissé en plan un diorama de la vue de Delft, parce que Niki Rieti fait des dioramas, et c'est Niki Rieti qui faisait Vermeer. C'est Niki Rieti qui joue Vermeer. Oui, oui. Et historiquement, bon, ils se sont jamais rencontrés, mais est-il possible que Spinoza ait vu les tableaux de Alors, Vermeer? en revanche, ils ont exactement les mêmes dates de naissance et de mort, 32-77. Est-il possible que Spinoza ait connu les tableaux de Vermeer? Je pense Tout pas, est parce possible. que Vermeer ne les vendait pas. Non, enfin, il n'y a aucun document qui prouve qu'il y ait des rapports entre les deux. Donc c'est vraiment deux figures parallèles Dans le dans un temps, même ouais. temps, mais qui se sont jamais croisées en fait. Ouais. En revanche, le rapprochement entre Vermeer et Spinoza a été fait plusieurs fois, même après. En quel sens? Dans un sens philosophique, esthétique surtout. Hein. Ceux qui veulent lire une esthétique chez Spinoza se sont tournés assez naturellement vers Vermeer. Ça a été fait aussi vis-à-vis de Rembrandt, mais là pour des raisons aussi historiques, puisque Rembrandt vivait quasiment dans le même quartier que les Spinoza. La légende veut que Spinoza, le jeune Spinoza est posé pour le Saoul et Dalí de Rembrandt. Ce qu'il y a de certain, c'est les accointances, et ça Ayot l'a très bien aperçu, entre le Spinoza vivant avec les peintres, ça c'est historiquement vrai, avec Van der Spieck, Tigman, il loue des chambres chez les peintres, il y voit travailler tous les jours. Les biographes de Spinoza disent qu'il dessinait. Colerousse aurait eu un carton entre les mains où vous pouvez voir les dessins que faisait Spinoza, il tirait le portrait de ses invités. Et quand tu dis philosophiquement, donc la peinture de Vermeer, en quoi elle peut être rapprochée de la pensée de Spinoza? Là, je me souviens d'avoir visité à cette époque-là le Rijksmuseum Oui. avec Ayot. Et une chose qui m'a fait remarquer, c'est qu'il m'a montré des tableaux. Il y en avait un de Vermeer et un d'un autre peintre, c'est le peintre Peter de Hoor, Oui. que souvent on compare, Bien sûr. parce que les sujets sont analogues. Il m'a dit, regarde, Vermeer, on a l'impression que c'est comme s'il y avait un trou dans le mur. Et je pense que c'est ce rapport... et il y a le... C'est-à-dire il y a une sorte de problématisation du voir Oui. chez Spinoza, enfin que lui trouve chez Spinoza, et quand il ne le trouve pas chez Spinoza, à mon avis, il le trouvait chez Nietzsche. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui revient de manière récurrente dans la pièce d'Ayot, c'est l'idée du le meilleur regard est à mi-pente.
et il applique ça à la peinture, et il l'applique aussi au théâtre. C'est ça. Et l'expression vient de Nietzsche, le meilleur regard Qu'est-ce que ça veut est à dire à l'époque. mi-pente exactement? Ben, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder de trop près, il ne faut pas regarder trop loin, il faut regarder... De biais. Oui. Non, mais ça implique aussi une certaine idée de l'espace scénique. Ces deux perspectives dont vous parliez tout à l'heure, cette mise en place de plusieurs espaces dans un même théâtre, dans une même scène. Oui, et puis surtout d'avoir des... Au fond, c'était des métabolismes différents, parce que le métabolisme de Spinoza, celui qui cause, avec ses visiteurs, Vermeer, celui qui ne dit rien, le chameau qui est là, et puis la logeuse qui allait et venait, qui pouvait aller chez Spinoza, là, elle est là pendant la séance de pause chez Vermeer, elle pouvait être partout. Ça, c'est la première caractéristique formelle du théâtre de Gilles Ayot, vous concluez, est la suivante. Il présente sur scène un espace immobile, à l'écart du monde, voué à l'existence humaine, mais aussi animale, à l'art et à la philosophie, agité par intermittence de remous venus du dehors. Ce qui se passe là, c'est que il y a ceux qui sont là, qui en permanence, d'une certaine manière, enfin pour le spectateur, le chameau, Spinoza et Vermeer et Cornelia. Tamar vient de l'extérieur. Tamar est suivi par Blayenberg. Blayenberg vient avec son agitation, sa jalousie, etc. Et puis, Mayer vient aussi de l'extérieur. Et pour l'assassinat des frères David, c'est pareil, ça viendra de l'extérieur. Donc on ne montre pas la scène sur un mode shakespearien, mais on montre simplement comment la scène dramatique, tragique, enfin monstrueuse, fait simplement un certain nombre de vagues dans cet espace. Cet espace, c'est comme l'atelier du peintre. C'est là que le peintre peut rester avec ses toiles, celle qu'il a finie, celle qu'il n'a pas finie. Il y a cette chose-là. Et je crois, j'ai entendu une chose, une émission il n'y a pas longtemps où Jean-Luc Marion parlait de Courbet. Il a fait un livre sur Courbet que je n'ai pas lu, mais Courbet est un peintre que j'aime bien. Et puis, il a dit une chose que j'ai trouvée très juste, mais si on regarde les tableaux de Courbet, qu'est-ce qu'il présente? Il présente des gens qui sont à la peine. Et j'ai trouvé que cette expression était très juste. C'est-à-dire, effectivement, il ne représente pas le prolétariat, les cantonniers, des gens en train de travailler. Il représente des gens qui sont à la peine. Je trouve qu'il y a un rapport entre... Il y a des couples comme ça, philosophes, peintres, qui me semble important. Je dirais que Ayot, en choisissant non pas de renoncer à la philosophie, parce qu'il n'a pas complètement renoncé, mais de redevenir peintre, c'est au fond une façon de soustraire le peintre à la prise qui pourrait être excessive du philosophe, ou du discours du philosophe sur le peintre. Mais ce qui est extrêmement important, c'est le va-et-vient. C'est effectivement Merleau-Ponty-Cézanne, là Vermeer et Spinoza. Je crois que chez lui, c'est qu'en fait, en mettant le chameau, parce que c'est le chameau qui est normal, en fait, c'est pour Ayot, c'est pas seulement permettre que le spectateur s'aperçoive que le chameau a une manière d'être qui est au fond assez exemplaire et qui peut être un idéal auquel peut tendre ou essayer de tendre Spinoza et Vermeer par opposition aux autres qui sont beaucoup plus dans bêtement dans l'apparence, dans le paraître, dans l'agitation. Là, il y a une manière d'être qui correspond assez bien à la démarche un peu, je dirais, ontologique élégiaque
d'Ayo. Qu'on retrouve dans sa peinture, Et qu'on retrouve dans sa peinture, bien sûr. même s'il représente le cul d'un rhinocéros. Sa représentation du cul d'un rhinocéros, elle est élégiaque, je trouve. Enfin, le fils d'Ayo m'a d'ailleurs montré il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, après la mort d'Ayo, un petit cahier d'écolier où déjà il dessinait des animaux. Il avait rempli un petit cahier de dessins, donc quand il allait aux zoos, il dessinait. Et pour moi, ces tableaux me paraissent extrêmement animés par une sorte de gaieté. Enfin, il y a quelque chose de très, je sais pas, d'émerveillé ou de. Et là, le chameau, en fait, en mettant Vermeer et Spinoza, en mettant le chameau au fond dans le coin comme une sorte de trait d'union derrière l'armoire de l'éthique, c'est comme si Ayo signait son truc. C'est-à-dire indiquer qu'il y a une dimension d'autoportrait. Et pour moi, le travail, c'était beaucoup comme. C'était ça, je veux dire. Je passais par Ayo pour lire Spinoza, pour. Le moment important, qui a été un moment de bavardage, de ce point de vue-là, c'était le séjour à Amsterdam. J'avais amené des biographies que j'avais trouvées en Allemagne, et où je racontais à Ayo, au fond, les discussions journalistiques qui pouvaient avoir lieu à ce moment-là à Amsterdam, notamment l'histoire des mariages mixtes entre gens de religions différentes. Il y avait cette histoire d'un couple qui s'aimait, qui ne se sont pas mariés, et puis ils se sont suicidés. Est-ce qu'ils se sont suicidés tous les deux, ou l'un s'est suicidé à la mort de l'autre? C'était Gustav Barléus, qui a le nom, il y a un grand lycée à Amsterdam qui porte son nom, et puis c'était la poétesse Maria Tesselschade, et qui sont très connues à Amsterdam. Enfin, elles étaient surprises. Moi, j'avais trouvé ça dans ce livre, je les raconte. Et on a mis ça dans en fait, j'ai lu ces trucs à Ayo, puis je lui ai fait une traduction littérale de la chose qu'on lisait, et c'est devenu le matériau pour la discussion entre Mayer et Bleienberg au milieu de la pièce. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Mayer et Bleienberg restaient dans la vie sur le mode du café du commerce. On cause des problèmes. Turenne, pourquoi il est protestant, il est pourtant général dans l'armée de Louis XIV. Et puis la reine Christine de Suède l'abandonne. Enfin, c'était un peu c'était Paris Match, quoi. Et après, on revenait à un autre type de discours, un autre type de présence avec Vermeer, avec Spinoza et avec le chameau. Au fond, c'était ça le problème du spectacle. Opposer le dramatique à quelque chose qui n'est pas dramatique. Le quotidien. Le quotidien, ou enfin, moi, c'est ma représentation de l'ontologie en tant que théâtreux. C'est comme ça que je vois être. L'immanence, le quotidien. Oui. Et tu disais que ça avait tout de suite été le couple Spinoza-Vermeer, et le chameau est arrivé quand dans la gestation dont tu parlais? Un beau jour, Ayo a dit le chameau, puis probablement pour faire passer la chose, parce qu'un philosophe a toujours besoin d'un chameau à sa porte pour foutre le camp si ça s'avère nécessaire. Donc mais je pense que plus fondamentalement, c'est une manière de transformer la pièce en une sorte d'autoportrait. Au fond, écrire cette pièce, c'est comme écrire les poèmes qu'il a écrits. Et les trois espaces qu'on voit sur les photos étaient éclairés constamment, ou est-ce qu'il y avait des bascules, ou comment ça se passait? Il y avait des bascules, oui. Mais les espaces étaient coexistants, en fait. Oui, qui étaient très lentes, oui. Simplement, tu vois, je pense qu'on peut voir.
là, on voit que là, c'est évidemment plus éclairé là. Il y a simplement les 3 lampes comme des lampes d'entrepôt qu'il y avait dans Montaigne. Oui. C'était pour le chameau. Et Vermeer, lui, était toujours assis à son chevalet. Il était toujours là, il travaillait à son... Là, on voit Vermeer qui travaille. Et c'est-à-dire que le chameau faisait le lien entre Spinoza et Vermeer. Et si bien que ce n'était pas simplement une idée de dire Vermeer et Spinoza, mais c'est une façon de s'approprier, enfin de rendre la chose effectivement. Et en même temps, sans illustrer l'idée. En évitant l'obstacle. Voilà, il n'y avait pas besoin de commenter. Voilà. Est-ce que vous avez eu des discussions concernant le contenu de la philosophie de Spinoza, de l'éthique qui était enfermée dans le placard? Alors, moi je sais que l'éthique, je l'ai lu, comme il ne faut pas le lire, par petits bouts. Il n'y a pas de mode d'emploi, oui. Je crois. Hein. Non, mais j'ai tellement l'impression. Alors là, c'est peut-être un complexe de non-philosophe. Enfin, il y a les textes qu'on lit facilement en n'ayant pas l'impression d'être en situation d'élève. Bon, Nietzsche, ça peut se lire comme ça. Et quand lire l'éthique, je me retrouve en position scolaire. Et au fond, j'ai plus, pour ce qui me concerne, accumuler du matériau en tournant autour de Spinoza, par exemple en lisant le bouquin de Mainzma sur le cercle de Spinoza, en cherchant dans la biographie de cet Allemand qui devait être protestant du 19e siècle, Auerbach, en lisant des choses sur Uriel d'Acosta. Quel rapport? Il y avait des livres publiés chez Berg International à l'époque, je me souviens, traduit par Jean-Pierre Osier, dont le nom disait quelque chose, c'était un traducteur de Feuerbach, je crois, dans la collection d'Althusser. Bon, comme les gens de ma génération, je suis passé par Althusser. Et donc c'est comme ça que les choses se faisaient, plus que en allant droit au but et en lisant l'éthique. Et ça, au fond, je le laissais à Ayot et je me contentais d'essayer de comprendre ce que lui disait, ce que lui écrivait. Et puis moi-même, je lisais, je me suis aperçu en regardant ces jours-ci que j'avais tout de même fait quelques traits dans la marge par endroits dans l'éthique, mais je me souviens pas avoir lu l'éthique. En revanche, Ayot l'avait lu. Ayot, bien sûr. Oui. Et pour Ayot, c'était clair que la question posée par philosophie et peinture, c'était Vermeer et Spinoza plus encore que Cézanne et Merleau-Ponty. Oui. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait une... D'ailleurs, il critique la lecture que Merleau-Ponty fait de Vermeer dans son texte. Ah bon, Vermeer, oui, on sent qu'il cherche sa propre position, visiblement. Mais il avait toujours cette singularité. Enfin, et ça, c'est parce qu'on était dans l'époque juste après 68, où la tentation de la polémique était dans l'air du temps. Au fond, je l'ai gardé probablement plus longtemps que lui. Lui n'avait pas vocation à être longtemps polémiste, sauf le fait de faire tomber une phrase comme celle que je citais tout à l'heure, tout ce qui rampe est gouverné par les coups. Il n'y a plus de discussion possible. Là, on voit, le jeu est en train de s'occuper dans le dos de Spinoza, le chameau. Et ces 4 personnages sont... le jeu, c'est évidemment une personne humaine, mais pour moi, c'était comme une divinité tutélaire. Enfin, c'est quelqu'un qui rendait possible l'espace dont a besoin le philosophe, ou l'espace dont a besoin le peintre. Ça, c'est tiré de la biographie, en réalité, parce qu'il y a une scène, le biographe raconte que la logeuse ou la vieille dame, je ne me souviens plus, voyant descendre Spinoza après sa séance d'écriture ou
Polissa, je lui demande si elle fait bien d'aller suivre des sermons à la messe le dimanche. Et Spinoza lui répond, mais vous faites très bien, il faut continuer comme ça. Vos prêches sont tout à fait honnêtes, vous n'avez rien à changer de votre vie. Donc il y a vraiment cette idée de la quotidienneté. Je pense que Hayot a saisi de ces biographies, d'une vie philosophique au jour le jour, dans des tâches quotidiennes, prises au quotidien en tout cas. Il y a des phrases dans son texte sur l'idée d'une radicalité de la tolérance. Oui. Qui sont assez surprenantes, je veux dire, parce que justement, par comparaison avec Montaigne, où la tolérance plutôt s'accommode, je sais pas, il y a même l'image du molle oreiller. Chez Spinoza, la tolérance selon lui, est liée à une radicalité. C'est le jugement du tolérant est sans appel. Et puis il y a le sens de... En même temps, il y a un sens de la Ce qui ouvre plaisanterie. aussi la porte à la tolérance, en un sens, aux limites de la tolérance. Tout ne peut pas être toléré pour un radical. Oui, oui. C'est pas une radicalité molle, justement. Non. C'est une tolérance qui est tolérante dans certaines limites. Il y a une question qu'on n'a peut-être pas posée depuis le début, c'est parce que c'est assez unique un spectacle qui met en scène Spinoza. Moi, je n'ai pas entendu parler d'autres pièces de théâtre ou d'autres spectacles qui aient tenté de le mettre en scène, peut-être que ça existe. Mais par exemple, dans ton expérience et dans la réception du spectacle, qu'est-ce que le théâtre a apporté à la compréhension de Spinoza? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça a aidé finalement qu'on mette Spinoza sur un plateau et qu'on le fasse parler, même si c'est avec les mots d'Ayot? Qu'est-ce que Spinoza a apporté à la compréhension du théâtre? Ce que je sais, c'est que des danseurs, comme Catherine Diverès, par exemple, quand ils m'ont parlé d'un spectacle de théâtre que j'avais fait, c'était Spinoza. C'est-à-dire que cette idée d'une chose où c'est le temps qui est l'objet de la représentation plus que l'action, il n'y a pas d'action. Il n'y a que des bribes d'action de l'extérieur qui viennent atterrir là. Mais du coup, il y avait une sorte d'espace différent. J'ai eu plusieurs fois ce type de réflexion. En revanche, il y a d'autres personnes qui ont rejeté la chose, qui ont dit qu'est-ce que c'est ce truc où il y en a un qui s'échine à ne pas parler, un qui s'échine à parler, et je ne sais pas quoi, rien ne... Effectivement, j'ai dû dire à l'époque que c'était un théâtre qui n'était pas dramatique, et que donc, et j'ai d'ailleurs proposé, Tissleman devait déjà être en train de parler de post-dramatique, je disais plutôt métadramatique. C'est-à-dire, mais ça vaut aussi pour Montaigne et pour Lucrèce, je crois. C'est-à-dire qu'au second degré, si on veut, on trouve le théâtre. Non seulement parce ça parle du théâtre, hein, comme Jean-Jacques Rousseau. Oui. Jean-Jacques Rousseau parlait du théâtre à travers la lettre à d'Alembert. Spinoza, ça parle du théâtre à un moment donné, parce que Mayer est un hypothétique directeur de théâtre, peut-être même à Amsterdam, puis veut importer Corneille, etc. Et puis ils font une scène de théâtre quand ils font le combat des deux araignées, que Spinoza appelle Darius et Alexandre. Et c'est Darius qui arrache les pattes d'Alexandre. Et surtout, à l'époque de Spinoza, il y a un groupe d'amis de Spinoza qui débattent de ces questions sur comment on monte une pièce, comment on doit représenter le théâtre à l'époque du vivant même de Spinoza. Donc historiquement, c'est tout à fait fondé. Il y a comme un retour au Spinoza historique à travers ces débats. Oui, mais je crois que Mayer était effectivement impliqué. C'était un traducteur de textes, notamment de textes français. Ces débats avaient lieu dans le Nil Volentibus Ardum, qui était cette société des arts où étaient Baumeister, Mayer et autres amis de Spinoza. Il y avait une sorte de théâtre au second degré. Au fond, c'était comme si on respectait les règles des unités en éliminant l'action.
enfin, en laissant vide la place de l'action. Mais c'était pas sans rapport avec le théâtre. Hein, c'était pas sortir du théâtre pour... et c'est probablement différent de ce qui se fait maintenant beaucoup sur le mode de la performance où les choses sont mêlées. Au fond, cette vision d'un théâtre sans drame, ça rejoint assez l'idée de Spinoza, de cette vision de la vie comme un grand théâtre dans lequel les passions s'empatosent, pour reprendre votre titre. Oui. Au fond, est-ce qu'on pourrait presque dire que c'est ça l'emprunt que le théâtre fait à la philosophie, en tout cas celle de Spinoza, dans l'idée d'Ayo, de ce regard à mi-distance ou de biais, comme vous disiez tout à l'heure, qui marque un détachement temporel, ou en tout cas une certaine suspension du drame. Je crois que les choses qu'Ayo cherchait, c'est effectivement des choses aussi simples que ça. Je dirais c'est un peu la même chose, c'est comparable du moins, quand il intitule son texte sur Vermeer, voir et être vu, ou voir sans être vu. C'est aussi ce qu'il dit lorsqu'il est allé en Afrique, dans la savane, et qu'il regardait les animaux. Ce qui le frappait, c'est la capacité qu'avaient les animaux de se rendre invisibles. Il disait même le zèbre parvient à devenir invisible. Donc c'était et sa relation aux animaux a quelque chose de cela. Maintenant que vous le dites, je comprends aussi la manière donc, on peut avoir de regarder sa peinture, qui a toujours cet aspect un peu de suspension aussi. D'un point de vue temporel, on retrouve un peu ces traits-là, il me semble. C'est la raison pour laquelle, je crois, il peut avoir en peinture, mais de manière discrète. Je veux dire. Absolument. De ce point de vue-là, on peut dire que c'est le contraire de Bacon. Absolument. Mais de manière tout à fait discrète, il a une liberté, disons, dans le jeu des couleurs, dans les tableaux, mais aussi une fantaisie assez étonnante. Moi, je suis surpris justement de comment les couleurs fonctionnent dans ces tableaux. Elles peuvent apparaître imprévues. Ce jeu sur le drame, cette distance, ce temps suspendu, ces trois unités sans l'action, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est peut-être ça qu'on peut retenir d'une importation de la philosophie, en particulier de Spinoza, dans le cadre du théâtre. Oui, mais je crois que là c'est presque, je dirais, c'est une affinité. C'est ça. Il nous reste à vous remercier d'abord de nous avoir accueillis dans ce beau cadre, oui. C'est le cas de le dire. Très agréable. Et je remercie donc Jérôme Hankins pour avoir organisé cette rencontre. Et vous, Monsieur Jourdeuil, pour cette conversation. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir amené à repenser à ce spectacle qui date de combien, 20 ans? Oui. 30 ans? 30 ans. 30 ans. 30 ans, pas aujourd'hui, mais en tout cas cette année. C'était le bon temps. Ça s'est gâté depuis, c'est ça?